This roundtable, I'm just going to present with a few words in English, then in French, because most speakers are French speakers, and we're going to talk a lot about the popular classes in France and how we work with them in order to adapt to climate change, but not only to adapt, but also to work on mitigation issues. So Lydie Legge, which will present first, is a director of research at the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB, and she has worked in many suburbs around Paris, around this about this issue. We've been working together many years about adaptation to climate change, with few papers about that. Then will be Randa Malem, who is a PhD student, and she works on popular classes also in neighborhoods. Present my colleague, Syria Elianov, will present the case of rural popular classes, not only urban ones. And then we'll finish with my colleague Léa Billen here to talk about an experimentation with the city of Paris, which is to integrate popular classes in the next climate plan with researchers and city administration. So perhaps, Lydie, I'll leave you. Most slideshow will be in English for people who have trouble following in French. Merci Nathalie pour cette présentation. Donc, je vais parler en français parce que ça me permet de transmettre plus d'idées subtilement et c'est important pour ce genre de présentation. Alors, comme l'a souligné Nathalie, on a pas mal travaillé sur l'adaptation au changement climatique dans les projets urbains du Grand Paris et dans des quartiers populaires. Mais là, compte tenu du sujet du colloque, j'ai pris le parti de rendre compte d'une recherche qui a été menée l'année dernière dans des quartiers populaires, notamment qu'on appelle du 9-3. C'est assez emblématique lorsqu'en région parisienne, lorsqu'on parle du 9-3, et notamment Montreuil-Bagnolet, en accent plus sur un sujet que finalement dont je parle moins en général, sur ces pratiques ordinaires et sur des formes de résistance qui émanent des habitants et des associations des quartiers populaires vis-à-vis de leur interprétation finalement de leur situation dans ces quartiers et de leur capacité d'action. Donc, le sujet aujourd'hui qui nous intéresse finalement, c'est rappeler sur quel quartier j'ai réalisé cette recherche, avec finalement les fondements que j'utilise, parce que je le rappelle pas trop, mais les fondements que j'utilise et le parcours finalement d'interprétation que j'ai eu sur les analyses de la justice, pour en venir aux fondements qui sont significatifs pour moi dans l'analyse des pratiques ordinaires et des formes de résistance, et enfin les décrire, et enfin mener une réflexion sur est-ce que tout ça nous amène à réfléchir un peu autrement sur les théories de la justice et quelles sont celles qui pourraient, dirons-nous, correspondre à la situation des habitants et à ce que vivent et à ce qu'expérimentent les habitants et les associations de ces quartiers populaires. Parce que j'ai souvent, vous voyez, l'hypothèse que je formule, c'est que les théories de la justice sont pas trop finalement, ne reflètent pas trop la situation de ces quartiers populaires. Donc ça me chiffonne depuis de nombreuses années, on va dire. Je pense qu'un des sujets aujourd'hui, notamment de cette table ronde-là, qui poussait dans son titre à
à réfléchir sur et les classes sociales et comment peut-on tenir compte de ces quartiers populaires. Je pense que c'est intéressant qu'on réfléchisse ensemble sur quelles sont les théories de la justice qui peuvent rendre compte des situations et des expériences vécues dans ces quartiers populaires. Voilà, pour pas quand même. Donc déjà, voilà, ça c'est les prémices. Rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quel est le quartier étudié et pourquoi. Alors, c'est le quartier de, on va dire, Lanoux-Clos-Français, au-dessus l'échangeur, pour ceux qui connaissent, de Bagnolet, situé à cheval entre Montreuil et Bagnolet. Quoi, l'échangeur, c'est l'échangeur d'A3 du périphérique, c'est un des plus grands échangeurs de Paris avec la Défense. Voilà, et le quartier a été, donc il y a une pollution de l'air et tout, donc ça, je ne vais pas revenir sur ces sujets. Mais comme vous le voyez, c'est un quartier quand même qui est assez, voilà, qui est ici, et tous les changeurs du périphérique est ici, Bagnolet étant au nord et Montreuil au sud. Alors, pourquoi ce quartier? Parce que c'est un quartier qui, depuis 6 ans, est en rénovation urbaine. C'est un quartier politique de la ville. Et c'est un quartier donc où il y a des tensions entre la rénovation urbaine et les pratiques ordinaires, justement, des habitants et les actions qu'expérimentent les associations. Donc on a cette tension finalement entre des standards environnementaux, même y compris d'adaptation au changement climatique, que vous voyez là sur la dalle qui est en partie rénovée sur l'image de gauche. Donc, comment finalement, alors j'ai été gentille parce que là, c'est avant rénovation et là, c'est après rénovation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après rénovation, il y a rarement du monde. C'est très beau, vous voyez, mais il y a rarement du monde. Ne serait-ce que cet été, quand il faisait 28 degrés, là, c'est du granit gris, donc il faisait 28 degrés. Je donne quelques chiffres parce que c'est l'expérience que je retrace. Vous voyez, je veux vous. Donc il faisait 28 degrés, voilà, et là, c'est après rénovation de la dalle, c'est du granit gris, donc il faisait 40 degrés. J'ai touché ma main sur le granit. Donc ils ont mis quelques petits arbres et sièges, mais personne ne peut s'asseoir, hein, l'été, là. Donc ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Non, je suis un peu sarcastique, je le fais exprès. Donc, voilà, et du coup, vous voyez, il y a très peu d'appropriation citoyenne là. Donc là, ça c'est avant la rénovation, donc vous reconnaissez, hein, mais quand même, même si c'est la dalle, c'est parce qu'il y aura d'autres photos, bien évidemment, mais il y a une appropriation des citoyens. Vous voyez, on a fait un décor avec ces trucs-là. Et puis, il y a aussi toute l'histoire du quartier. Et là, au-dessus, tout ça, c'est avant rénovation, où on ne voit pas très bien, mais finalement, c'est les enfants qui ont dessiné du quartier, leur quartier, puis à travers leurs récits, ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est partout dans la cité. On sait pas ce que ça va devenir après rénovation. Voilà. Donc, on a une forte tension finalement entre une participation institutionnalisée et, on le verra, des actions collectives de résistance. Et on a aussi donc un fort décalage entre des pratiques d'appropriation de ces habitants qui sont là parfois depuis de 10 à 30 ans, et des standards environnementaux de renouvellement urbain finalement qui s'imposent à eux. Hein, qui s'imposent à eux parce que finalement, même s'il y a une participation classique, hein, durant certaines réunions très fléchées par Est Ensemble, finalement, ils ont peu de prise sur les grands objectifs et réalisations de la rénovation urbaine. Et ils sont confrontés au fait que finalement, ce qu'ils mettent en place, et on va le voir, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place, sont vraiment et rendues vraiment invisibles. Les nombreuses actions et pratiques ordinaires qu'ils ont développées, finalement, sont peu prises en compte par la rénovation urbaine. Or, il y a une prolifération de pratiques. Donc, ce qu'on s'est posé comme question par rapport à ça, finalement, comment ces pratiques ordinaires, populaires, ont émergé, quelles sont les résistances qu'on peut, dirons-nous, identifier, quel type de résistance on peut, y compris, conceptualiser, hein, et est-ce que ces différents types de résistance, dirons-nous, coopèrent ou s'excluent les unes des autres, et comment elles mettent à l'épreuve finalement les normes de rénovation urbaine et de transition
socio-écologiques et qu'est-ce qu'elles reflètent justement comme injustice. Et à partir d'injustices qui sont exprimées par les habitants et les associations des quartiers populaires, et qu'est-ce qu'on peut en tirer sur les théories de la justice. Voilà. Donc, Donc, excusez-moi, c'est assez chargé, mais voilà, j'arrive pas à faire autrement. C'est pour ça elle rit, parce que moi, je n'arrive pas à faire autrement et parce que j'ai besoin d'écrire, d'exprimer, justement, comme tout à chacun. Et après, quand je dois mettre que les mots, ça me. Voilà, je dis mince, Yvan. Donc, c'est un peu chargé. Alors, le parcours, je l'ai rajouté celle-là parce que ça me semble important. J'ai produit avec une collègue de l'Université Paris-Est un petit bouquin qui a été très peu diffusé, mais qui s'appelle quand même Justice et environnement et comment les citoyens interpellent le politique. Et je trouve que ce qui a été tenté dans ce petit bouquin est assez intéressant, mais quoi, dans le sens où de le rappeler. Alors, de quoi moi j'étais partie dans ma partie, parce qu'il y a deux grandes parties, c'est que justement, je souhaitais appréhender, que je suis sociologue, et donc je souhaitais appréhender la justice environnementale du point de vue de la sociologie et du point de vue de la justice sociale. Parce que je voyais très bien, oui, mais c'est un départ mais c'est intéressant de voir mais pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Et de ce fait-là, je me suis réintroduit dans les théories de la justice sociale, y compris anglo-saxonne, de Fraser, de Young, sur la différence, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, vous voyez, on en a un petit peu parlé hier, parce que j'avais besoin de comprendre finalement cette fameuse trilogie Recognition, Distribution and Participation, bah, comment ça a fonctionné, quoi. Et est-ce que ça fonctionnait pour la justice environnementale? Vous voyez, c'était un petit peu le challenge en tant que chercheur que je m'étais. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que déjà, dans ces théories de la justice sociale, elles disent bien que les injustices, finalement, elles résultent d'un manque de reconnaissance des expériences de la discrimination. Et que ces expériences de la discrimination, elles sont invisibilisées par la domination économique et institutionnelle. Les deux en même temps. Que donc le rôle des institutions aussi peut jouer dans la visibilisation des injustices exprimées, liées à des formes de discrimination. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le manque de reconnaissance par cette invisibilisation, etc., donc empêche finalement la prise en considération des injustices dans les politiques de redistribution. Ça, pour moi, c'est des foundations, quoi. C'est les points très importants de la théorie de la justice qu'il faut absolument ne pas oublier quelque part. Et comment on les réinvestit. Et enfin, donc, que les injustices sont liées aux inégalités dans la participation démocratique. Alors ça, je dirais, c'est le mainstream. C'est la façon mainstream de le dire, parce que, bon, bah, j'ai envie de dire, quand on tue des activistes écologiques, vous voyez, voilà, on n'est pas dans le même registre d'action. Je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà. Donc, ce n'est pas uniquement de la participation institutionnelle, etc. Il y a vraiment des controverses, il y a vraiment des activistes, il y a vraiment voilà. Donc, et ce qui était intéressant, c'est que en faisant ce travail-là, donc je me suis rendu compte que, comme Nathan l'a dit hier, que finalement, il y a de multiples façons d'interrelier recognition, participation et distribution. Et que ces multiples façons de relier ces trois concepts, interrelated, comme Nathan l'a dit hier, finalement, c'est lourd de sens, de signification et d'enjeux politiques derrière. Parce que si on met ça par rapport au mouvement de la justice environnementale, que je connais pas trop mal, finalement, dans le mainstream environmental justice, finalement, je vais aller assez vite parce que sinon je vais passer toute la. Voilà. Mais quand même, la participation et la recognition, ils sont des mécanismes pour la délibération. Et on pense que finalement, en participant et en reconnaissant les injustices, les mécanismes de discrimination, on va avoir une redistribution équitable, etc. Alors que finalement, on se rend compte que quelque part, la participation, elle est soit tronquée, donc elle ne permet pas l'expression des injustices et des discriminations que les gens expérimentent dans leur corps et dans leur vie quotidienne, soit elle ne permet pas l'expression des conflits.
hein. N'est pas un lieu où les confrontations entre les différents points de vue, les différentes expériences du rapport au milieu et des injustices sont exprimées, peuvent être débattues. Et du coup, de ce fait-là, ça ne renvoie pas à des politiques, on va dire, plus justes. Vous comprenez? Pour moi, c'est un enjeu extrêmement important. Hein. Donc, ça permet justement. Donc du coup, se pose la question de. Bah, finalement, il ne faut pas confondre, tout rappelle le Parlement des choses, avec ce que Rosan Vallon appelle le Parlement des invisibles. Voilà. Hein. Et bon, on pourra revenir dans le débat, mais voilà. Ça, c'était important de revenir là-dessus. Et du coup, tout ce travail-là, ça m'a permis finalement d'aller plus loin, hein, en réutilisant finalement ce background pour la justice environnementale et la justice climatique aussi, mais j'ai toujours dit, pour comprendre la justice, il faut déjà comprendre les injustices. Parce que si on loupe les injustices, on peut rien, voilà, on peut pas faire évoluer les théories de la justice. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réinjecté les avancées de l'écologie politique pour réinterpréter ces injustices climatiques. Et quand on regarde des auteurs phares d'écologie politique tels que Gors, Guattari et autres, finalement, on se rend compte, ce que dit Guattari, c'est que l'écologie, elle n'est pas uniquement environnementale, elle est sociale et mentale. Okay, parce qu'il parle de territoire existentiel et que les individus construisent des territoires existentiels. Donc, c'est un ensemble de choses. Et du coup, on se rend compte que quand on peut interpréter finalement les expressions des habitants des quartiers populaires en disant mais on est subordonné à l'environnement que les autres altèrent. On est subordonné aux actions des autres qui renouvellent nos milieux de vie sans nous demander quoi que ce soit. On est finalement, et de ce fait-là, tout ce qu'on a construit avec le milieu de vie, et c'est notre monde vécu, et ça nous confisque notre monde vécu. Oui, voilà, d'accord. Et du coup, donc, voilà. Et du coup, donc, ça veut dire qu'on peut a une interprétation dans la rénovation urbaine, qu'est-ce qui est finalement confisqué, hein, dans tout ce qui a été construit dans la relation avec le milieu. Voilà, j'en arrête là, j'en viens à mon sujet, mais je pense que c'est très important pour avoir une idée de la justice telle qu'on le traite du point de vue des quartiers populaires. Et depuis, donc moi j'avais fait ce travail-là entre 2015 et 2018, il y a eu une autre approche qui était très intéressante des sociologues qui complète ce travail, où finalement des sociologues tels que Combi et Mallier ont dit, mais finalement, la sociologie, elle nous enseigne que le rapport au milieu, il est socialement construit par des rapports entre classes et que l'écologie, c'est un élément de distinction sociale autant que de disqualification sociale. Là, je vais aller plus vite ce qu'on a vu hier. Et que, ces processus de disqualification et distinction s'inscrivent dans des rapports de domination autant symboliques que de pouvoir entre classes, mais aussi d'identification, comme dit de Rosan Vallon, de communauté d'épreuves et de mise en pratique à partir d'héritages familiaux dirons-nous, de communautés de pratique. Voilà. Donc, je vous laisse lire. Hein. Et alors, ce qui était... et que du coup, ce qui a été intéressant, c'est que lorsque j'ai repris les approches justement sur les pratiques ordinaires, bah, je me suis rendu compte finalement, notamment bon, les Michel Daubré et le bouquin de Laugier, notamment l'article de Haber, ça veut dire quoi ordinaire, ok. C'est très intéressant cet article de Haber dans le bouquin de Laugier de 2006. Et finalement, je me suis rendu compte que le terme même d'ordinaire correspondait à ce que moi j'avais travaillé voilà, sur la confiscation des mondes vécus, sur la résistance à cette confiscation des mondes vécus. Et que donc le thème d'ordinaire, comme on l'avait analysé aussi par rapport à la rénovation urbaine, il était construit aussi en tension avec l'institutionnalisation des pratiques. Vous voyez? Parce qu'il replaçait les pratiques ordinaires donc, et les interactions de vie quotidienne dans un univers global, mais un univers aussi de rationalisation, de modernité qui contribue à la rationalisation et à l'institutionnalisation. Et que finalement, on pouvait
interpréter le terme de résistance ordinaire comme une capacité dans l'action quotidienne de résister à la centralisation et à la rationalisation du marché, y compris celui engagé par la rénovation urbaine. Et qu'il y avait un autre pendant, ce qui renvoie à la capacité qu'on avait étudiée avec Nathalie, de ce terme de ordinaire, finalement, qui était une possibilité d'ouvrir des espaces de dialogue et de pratique, mais par une créativité, une inventivité au quotidien. Que finalement, cette créativité, cette ouverture de champ de possibles renvoyait au fait que bah, les habitants, comme des quartiers populaires, comme tout habitant, finalement, ils peuvent. Oh là là, ils peuvent, dirons-nous, bon, j'arrête, faire avec les situations qui s'imposent à eux et résister à cette confiscation des mondes vécus. Et maintenant, on va voir comment ils résistent. Voilà. Donc, donc, des expériences de résistance à la confiscation des mondes vécus. Donc, finalement, on a fait une typologie des pratiques populaires. Donc, là, vous voyez, donc là, on est dans le quartier. Donc, on descend la baignoire, on met de la terre, etc. Là, c'est, parce que ça, c'est voilà, j'ai envie de dire, c'est du vécu, c'est Madame Tourte. Donc, c'est autant au sein d'un, ils ont mis, comme ils ne peuvent pas faire des petites baraques dans le quartier parce qu'il faut un permis de construire, et ben, ils ont amené des containers avec l'autorisation du bailleur. Et autour de containers, ben là, c'est Madame Tourte, c'est un petit restaurant sénégalais où on va, qui est un peu solidaire, où les enfants peuvent aller, etc. C'est aussi, donc on voit les, voilà, je vais assez vite pour ça. Là, bon, vous connaissez, mais c'est intéressant d'avoir une typologie des pratiques populaires, on en reparlera après. Et voilà comment est devenu le quartier. Je vous ai montré la photo de la dalle en premier. Et voilà ce que font les habitants. Donc là, c'est la première diapo ici, en haut. Bah, c'est toute une dalle, mais qui donne accès à l'underground. Et du coup, bah, c'était complètement laissé à l'abandon. Ils ont mis plein de terre et ils ont fait des jardins partagés. Là, vous voyez, c'est les fameux mobiliers, seconde photo des années 70, où il y avait toutes ces qui étaient inoccupées. Donc là, de la terre, etc. Et là, c'est l'espace en dessous, entre le quartier et le parc des Guilans, qui est un parc rénové, où ils ont mis dans la cour carrée, qui était complètement inoccupée, où il y avait juste des jeux de boules, donc des containers. Et là, c'est l'association au milieu qui organise des tas d'events. Et, bon, et puis, en bas, bah, puisqu'on ne peut pas faire des ateliers et construire avec les habitants des choses que les habitants souhaitent, on ne peut pas déposer un permis de construire, et bah, donc l'association au milieu, un de ses directeurs, un de ses représentants, c'est un menuisier. Donc là, les habitants ont demandé quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire une jardinière qui fasse en même temps pour faire de l'athlète et donc pouvoir. Donc, il a construit à la demande des habitants à la fois des bancs et une jardinière et où les jeunes peuvent se faire les biscottos, vous voyez, faire du sport. Et puis, ça peut être déplacé puisqu'on n'a pas le droit de construire sur la dalle. Donc, voilà. Et ils mettent comme ça dans l'espace public la bergerie qui était donc occupée. Et puis là, j'adore cette photo du bas, celle-ci, je n'arrive pas à avoir le pointeur, mais c'est pas grave parce que sinon on va perdre du temps. Donc la photo la plus à gauche là. Oui, non, c'est pas grave. Et là, c'était les ronds des années 70, vous voyez, qu'on faisait avec du béton autour. Et bon, bah voilà, il y a des familles maghrébines qui ont fait leur petit jardin potager en pied d'immeuble. Voilà. Donc, donc en gros, qu'est-ce qu'on en tire de comment on peut voir finalement, ce qui est intéressant, c'est des espaces qui sont détournés de leur forme initiale et appropriés par les résidents. C'est une manière de reprendre la main, comme disait Léa Bilène qui est là, sur son environnement, hein, et de recomposer les espaces, de les retransformer à partir des pratiques quotidiennes. C'est aussi une façon de générer une nouvelle forme de subsistance, mais de socialité. Très important, ce n'est pas uniquement la subsistance pour la subsistance, c'est la relation sociale hein, autour de la subsistance qui est pratiquement aussi importante. C'est une façon de contourner l'action publique qui demande toujours un permis de construire et une autorisation. Et bien là, on va le voir, ils développent de nouvelles formes d'action où ils mettent en place l'action. Après, ils disent l'administration, ben, on a fait ça, on pouvait ou pas l'air, vous voyez. Donc, c'est l'éducation populaire, on met en place l'action, on crée l'action
collective. On crée le foisonnement relationnel et pour mettre en œuvre l'action, et après on va demander un petit peu, voilà. Donc il y a des bases, et donc c'est par l'action collective, je suis obligée d'aller vite. Alors, la seconde forme de résistance, oui, oui, c'est de la résistance de médiation par le travail relationnel fait par le milieu associatif. Et ce travail relationnel permet justement est inspiré, on va le voir, de l'éducation populaire et permet donc à la fois de contourner les procédures administratives, mais de faire expliciter les revendications d'habitants avant les associations. Là, vous voyez notamment avant les formes de participation plus classiques avec le bailleur et l'aménageur restent ensemble. Là, on voit que la réunion avec l'association Appui était organisée en bas. Une cartographie, d'accord. Attends, laisse-moi 2 secondes, je peux aller vite, mais il faut que tu me laisses respirer. Donc aussi, une autre forme d'action, c'est de générer des moments qui cristallisent les liens de sociabilité, d'échange et de mise en capacité d'agir à la fois des maires. Alors, un des points importants, c'est par exemple l'association Front de Mer qui a fait une journée où les enfants s'approprient toutes les rues du quartier, y compris avec l'aide de la police municipale qui enlève les voitures et qui détourne les voitures parce que les jeunes ne sortaient pas de leur pied d'immeuble et donc ne connaissaient même pas les équipements publics autour du quartier auxquels ils avaient médiathèque, etc. Donc, c'est reprendre la main aussi sur l'usage des espaces publics et des équipements publics. Et c'est aussi donc détourner finalement l'usage des locaux associatifs. Par exemple, les femmes ont demandé de pouvoir utiliser les locaux des compagnons bâtisseurs, non seulement pour faire de la petite réparation, etc., mais aussi pour faire des ateliers de couture ou autres, parce qu'ils avaient tout le matériel. Donc, c'est toute médiation, finalement, qui permet l'émancipation des habitants. Ça, on va passer, parce que, hop, pour terminer au troisième type de résistance, qui est les plus de type de résistance militante, qui fait la jonction entre, finalement, ces expériences vécues des injustices et l'analyse intersectionnelle des discriminations subies par les habitants du quartier, avec un travail notamment autour de la maison d'écologie populaire qui a été en partie cofondée par Fatima Ouassak, mais maintenant qui est assez connue pour son ouvrage Une écologie pirate, et qui s'est confrontée à l'action publique pour mettre en place cette écologie populaire et pour construire des alliances avec Alternatiba, parce qu'il y a eu, c'est ça, c'est très intéressant, des alliances. Je termine, hein, il ne me reste plus qu'une page, c'est la conclusion. Tu vois, hop, conclusion. Donc, il reste plus donc, des alliances entre la justice sociale et la justice écologique autour notamment de George Floyd, de l'assassinat de George Floyd et d'Adama Traoré. Et là, on a eu où finalement, qui sont assez intéressantes dans les registres d'action à la militante, parce qu'on a eu Alternatiba qui est venue dans les quartiers populaires, ce qui s'était pas beaucoup fait jusqu'à présent, qui a commencé à faire du porte-à-porte dans les quartiers populaires, y compris de Paris, parce qu'Alternatiba s'était rendu compte qu'ils avaient de grandes idées sur les causes et les fondations de l'injustice climatique, mais qui ne connaissaient pas de près, finalement, comment cette injustice climatique était perçue et vécue par les habitants populaires. Et du coup, ils ont changé les registres d'action pour aller vers et donc Alternatiba donc, Vert Dragon a changé aussi ses registres d'action. Et du coup, ce qui était assez intéressant, je termine, c'est qu'on voit que finalement, les approches de la justice, du point de vue de l'écologie populaire, elles connectent cette approche des injustices vécues, de la configuration des mondes vécus, avec cette analyse critique finalement de la cause des injustices par finalement le capitalisme, le néocolonialisme, etc., et des discriminations selon une approche intersectionnelle. Et que finalement, on voit très bien que cette justice climatique, elle
interrelie finalement ces injustices liées aux confiscations du monde vécu, de confiscation aussi de l'action collective et de l'interprétation finalement du lien entre ces injustices vécues et les fondations intersectionnelles. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on se rapproche, à mon sens, en termes de mouvement social, j'ai fini, d'une approche de la justice finalement qui est proche de ce qu'on appelle la prefigurative politics, qui correspond à un courant et ce courant où finalement c'est par les actions mises en œuvre dans ces quartiers populaires et leur réflexivité montante qu'ils jouent un rôle transformatif et qu'ils infléchissent finalement, qu'ils interpellent à la fois l'action publique et la manière mainstream d'envisager la justice. Bah, on s'arrête, c'est fini. Désolée, j'ai parlé de longtemps. C'est la passion d'une demi-heure. Ouais, c'est pas grave. Deux secondes. Je vois rien. Putain, c'est chaud. Ouais, c'est tout ça. C'est où? Je l'ai mis qui me fait peur. Alors. Sur le bureau. Bah, du coup, en attendant que les slides soient mis en place pour gagner un peu de temps, je voulais d'abord commencer par remercier du coup les organisateurs et organisatrices pour tout le travail effectué pour ces journées et notamment nous permettre du coup d'aborder les enjeux assez centraux des questions de justice et en particulier de justice climatique. Du coup, le titre de ma communication qui est sur le programme, c'est le titre de ma thèse. Du coup, j'en ai reformulé un. Voilà, qui va apparaître là tout de suite. Qui rend davantage compte en fait du propos que je vais avoir aujourd'hui. Le titre du coup c'est Stratégie de lutte face au processus de dépossession écologiste depuis les quartiers populaires de France hexagonale. Donc ouais, je vais checker le temps et ouais. Donc moi je travaille sur la manière dont s'articulent les oppressions systémiques, en particulier de classe, genre et race, mais pas seulement, à la question écologiste depuis des mobilisations de justice climatique, merci beaucoup, de France hexagonale, du coup en quartier populaire. Donc moi, les prémices de mon travail, ce sont les perspectives qu'on a abordées de façon plurielle entre hier et ce matin, concernant l'absence de neutralité de ce qu'on appelle écologie, environnement ou encore nature, et la manière dont ces enjeux s'inscrivent dans des rapports de pouvoir socio-historiques dans des territoires donnés. Il y a donc des conceptions de l'écologie qui tendent vers un monde plus juste et d'autres, au contraire, qui participent à accroître les perspectives d'injustice. Donc, mon entrée, elle est territoriale, je l'ai dit. Ce sont les quartiers populaires de France hexagonale, afin du coup d'analyser les rapports à l'écologie, l'environnement ou la nature, du coup que je distingue dans mon travail, mais que je recoupe ici pour pas entrer dans des détails qui seraient trop longs à aborder, des personnes humaines ou non qui habitent du coup ces territoires. Alors du coup, ces territoires, les quartiers populaires, ils ont une histoire singulière qui est prise en particulier dans les systèmes d'oppression hérités notamment du capitalisme et des constitutions des classes sociales telles que nous les connaissons aujourd'hui. Également de l'impérialisme racial qui amorce du coup l'histoire des colonisations et des esclavagisations françaises, et aussi le fruit d'une histoire urbaine. On l'a vu ce matin, notamment avec le travail de Vanessa Castan-Brotto, avec du coup la spécificité nationale de la production des villes en France et des processus de ségrégation territoriale, notamment sociale, de genre, de race, liés à l'histoire des politiques urbaines, du droit d'exception lié à la politique de la ville et des politiques de logement, et en particulier des logements sociaux, comme le développent dans leurs travaux, notamment Janoé Vulbo et Chakib Khélifi. L'histoire des quartiers populaires, c'est une histoire qui est riche de mobilisation politique protéiforme, que ce soit des marches civiques, pour citer l'une des plus célèbres, à savoir la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, ou de révoltes, pour rendre compte de l'actualité plus récente des mobilisations qui ont suivi le meurtre de Naël Merzouk le 27 juin dernier. Les quartiers populaires sont des territoires de lutte et pourtant
retrouve peu d'habitants et habitantes de ces espaces au sein des luttes écologistes de France hexagonale. En effet, la littérature sur les mobilisations environnementales, elle rend compte d'une importante homogénéité de classe et de race, les écologistes étant principalement des personnes blanches de classe favorisée à forts capitaux culturels. Pour autant, il y a des mobilisations en quartier populaire qui se revendiquent de l'écologie, des mobilisations écologistes qui, de par leur existence, viennent questionner l'idée que les personnes de classe populaire et ou racisées ne seraient pas des sujets écologistes. Et du coup, c'est l'une de ces mobilisations que je vais évoquer aujourd'hui, que du coup, Lydie a abordé aussi, mais enfin, moi, je trouve ça génial parce que nos propos sont vraiment complémentaires et tu as posé en fait de la discussion pour que je puisse du coup rentrer davantage dans le détail. Du coup, les résultats, moi, que je vais aborder ce matin, c'est les résultats qui sont issus du travail de recherche de mon mémoire de master. Du coup, c'est un mémoire que j'ai soutenu en 2021 sur le collectif Front de Mer que Lydie a abordé à l'instant. Du coup, 2021, c'était il y a quelques années, mais ces perspectives, à mon sens, elles sont toujours d'actualité. Du coup, le Front de Mer, c'est un collectif qui se définit comme un syndicat écologiste de parents des quartiers populaires. Et il est principalement composé de femmes cisgenres, hétérosexuelles, issues d'immigration africaine et de classes populaires qui habitent en quartier prioritaire de politique de la ville. Même si, du coup, ces caractéristiques sociales, elles ne recoupent pas l'ensemble des membres. Et pour plus de fluidité, je vais genrer l'ensemble des membres du collectif au féminin générique dans le cadre de cette communication. La question centrale de ce travail que j'ai effectué, c'était en quoi, du coup, le Front de Mer, donc ce collectif, j'y reviendrai, qui est né à Bagnolet, et avec tout le tableau, et du coup, vous avez eu la carte mise sur le PowerPoint par Lydie. Du coup, en quoi le Front de Mer, à travers la revendication de l'inscription de sa lutte dans le champ de l'écologie militante, l'a impacté à la fois du point de vue de la conception politique et des mobilisations sociales sur cet enjeu en France hexagonale. Du coup, rapidement, le mémoire, il est divisé en 6 chapitres que je vous présente vraiment vite, parce que peut-être je me suis dit qu'on pourrait y revenir, si vous le souhaitez, d'entendre la discussion tout à l'heure. Du coup, dans un premier temps, j'ai proposé un état des lieux du champ de l'écologie français en l'abordant du point de vue théorique dans le premier chapitre. Dans le second, c'est à partir des mobilisations politiques que j'ai développé ces perspectives. Plus particulièrement, dans ce second chapitre, pardon, j'ai interrogé du coup le rapport aux mobilisations politiques écologistes françaises avec les habitants et habitantes des quartiers populaires dans la production notamment d'entraves, d'oppression, dans la construction d'une écologie de domination, en particulier à l'aune des enjeux de racisme et de classisme. Dans les chapitres suivants, j'ai raconté l'émergence du coup de ce collectif, le Front de Mer. Donc le troisième, il aborde sa lutte en faveur d'une alternative végétarienne à la cantine, avec notamment la construction de ses premiers groupes locaux, Ensemble pour les enfants de Bagnolet, EEB, et Ensemble pour les enfants de Montreuil, EEM. Je l'ai dit comme ça parce que je vais utiliser plutôt enfin voilà, ça va plus vite si je dis EEB ou EEM. Donc du coup, pour le quatrième chapitre, j'ai abordé sa structuration nationale, et dans le cinquième chapitre, plus en détail, le projet politique porté par ce collectif. Dans le sixième chapitre, Lydie l'a abordé rapidement également. J'ai documenté plus en détail le rapprochement du collectif Front de Mer avec les collectifs écologistes majoritaires, en particulier l'organisation Alternatiba. J'ai analysé ce rapprochement notamment à l'aune d'une coalition qui a mené du coup les écologistes et les antiracistes ensemble en fait dans le cadre d'une alliance, et notamment ça a mené à la présence de messages politiques et de militants et militantes écologistes au sein de la 4e marche de commémoration en hommage à Adama Traoré, qui a été organisée par le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, qui s'est déroulée du coup le 18 juillet 2020 à Beaumont-sur-Oise. Donc voilà pour le cadre. Du coup, en termes de matériaux d'enquête, l'enquête empirique, elle a commencé en 2019 et elle s'est terminée en septembre 2020, même si je suis restée en lien avec le syndicat et j'ai pu intégrer des éléments pendant toute la période de rédaction qui a suivi jusqu'à ma soutenance en 2021. J'ai effectué des entretiens semi-directifs avec des membres du Front de Mer, avec des membres de collectifs avec lesquels il y a eu des interactions déterminantes dans la construction de son histoire, notamment la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves, du coup la FCPE, et également avec des collectifs écologistes partenaires du syndicat, donc notamment Greenpeace, l'Association végétarienne de France, AVF, et Alternatiba.
Aux entretiens s'est ajouté des observations participantes, puisque le collectif Front de Mer a accepté de m'accueillir au sein du collectif. Donc l'accord que nous avions établi à ce moment-là, c'était une identification claire de ma présence comme effectuant un travail de recherche, tout en aidant le syndicat dans le cadre des mobilisations et des réunions de travail, si mes capacités le permettaient. Et j'ai effectué également des observations de 14 événements publics en 2019 et 2020. J'ai travaillé sur les vidéos de 13 autres événements publics auxquels je n'avais pas pu participer et qui étaient disponibles sur Internet. Et à cela s'est ajouté une ethnographie en ligne des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, du Front de Mer, de EB et de EM, de la création de ces pages sur les réseaux jusqu'à la fin du coup de mon enquête empirique, qui m'ont permis notamment de retracer les événements publics du syndicat national et des 2 collectifs locaux depuis leur création. Et à partir de ça, j'ai établi un historique des événements publics du Front de Mer auquel l'un ou l'une de ses membres a participé. Et j'en avais à l'époque recensé 76. À cela, du coup, c'est ajouter une analyse de matériaux plus secondaires, à savoir 23 reportages, entretiens ou contributions du ou sur le Front de Mer ayant donné lieu à une publication écrite, ainsi que 22 vidéos ou enregistrements audio dans lesquels s'exprime le Front de Mer en dehors du cadre d'un événement public. Et un dernier élément qui s'est ajouté tardivement à mes données empiriques, mais qui a nécessité pas mal de travail, c'est l'ouvrage La puissance des mers, du coup l'ouvrage qui a précédé pour une écologie pirate, du coup La puissance des mers pour un nouveau sujet révolutionnaire. Ouvrage publié en août 2020 aux éditions La Découverte de la cofondatrice et porte-parole du collectif, Fatima Wassak. Donc l'ouvrage, il retrace l'histoire du Front de Mer que j'avais moi-même travaillé à reconstituer. Cependant, la militante, elle analyse l'histoire du collectif en l'ayant elle-même vécue et dans la perspective d'en faire un outil politique pour inciter d'autres personnes à s'organiser localement et à rejoindre le syndicat. Nos récits n'ont donc pas la même fonction, la mienne étant scientifique. Dans le cadre de la communication, je vais donner des éléments sur des formes de dépossession des populations issues de quartiers populaires, en particulier racisés, dans le cadre de revendications écologistes. Je vais aborder la lutte du Front de Mer pour la reconnaissance de sa légitimité à faire partie de l'arène environnementale, qui s'inscrit dans une perspective de justice environnementale. Donc rapidement, l'émergence de la mobilisation, elle apparaît en 2016 lorsque du coup Fatima Wassak inscrit sa fille à la cantine de son établissement scolaire. Elle constate qu'il n'y a pas d'option végétarienne et interpelle la municipalité qui ne prend pas en compte sa demande. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Elle essaie de porter cette thématique au sein de la FCPE qu'elle a rejoint à la rentrée scolaire, mais au bout de quelques semaines, lors d'une réunion, les membres de la FCPE expriment qu'ils ne souhaitent pas se mobiliser avec elle sur cette question pour des raisons principalement islamophobes, notamment car ils considèrent cette revendication comme communautariste. Cette expérience au sein de la FCPE a poussé Fatima Wassak à s'organiser avec d'autres parents qui voulaient aussi se mobiliser sur l'alternative végétarienne à la cantine. Donc en novembre 2016, alors qu'elle discutait depuis la rentrée scolaire avec d'autres parents de cet enjeu alimentaire à la sortie de l'école, elle organise les premières réunions de parents intéressés par cette question. Le collectif Ensemble pour les enfants de Bagnolet, EEB, émerge alors. Donc les injures à l'égard de Fatima Wassak de communautariste, islamiste, indigéniste se sont reportées à l'ensemble du groupe dès lors qu'il a commencé à se structurer. Lorsque Fatima Wassak s'organisait à la FCPE, elle était qualifiée par d'autres d'entristes, puis elle s'est organisée en dehors avec d'autres parents du coup, et il s'agissait alors d'un acte qui a été qualifié de séparatiste, pour faire écho à une actualité qui était encore plus brûlante en 2020, mais qui fait toujours écho à l'actualité politique française. Du coup, ces injures et stigmatisations sont issues de préjugés, notamment racistes, pour lesquels des personnes racisées ne pourraient être des sujets écologistes. Ainsi, si l'objectif premier était l'obtention d'une option végétarienne à la cantine, à partir d'une revendication auprès de municipalités qui sont en charge de la restauration des écoles maternelles et élémentaires, il a fallu en réalité, dans un premier temps, lutter pour se légitimer en tant que collectif écologiste. Donc le combat du Front de Mer, il renvoie à des dynamiques d'entrave que l'on retrouve dans la littérature sur les mobilisations des habitants et habitantes des quartiers populaires, qui ne touchent pas seulement la question écologiste, comme l'analysent notamment les sociologues Abdelali Ajat et Julien Talpin. Cependant, il y a une spécificité des dynamiques d'oppression et d'entrave liées à la question environnementale du fait des profils des écologistes. Les personnes de classe populaire et ou racisées qui s'organisent en collectif autonome peuvent rencontrer de multiples entraves qui déterminent les relations avec les membres d'organisations majoritaires.
Pour comprendre ces mécanismes d'entrave, j'ai choisi de les présenter à travers des processus relationnels qui s'exercent entre les militants majoritaires et les militants minoritaires. Dans le cadre de mon mémoire, j'ai développé différents types de processus, celui d'invisibilisation, de disqualification, de confiscation, de récupération et de sous-catégorisation des collectifs écologistes de quartiers populaires. Face à cela, les militantes du Front de Mer ont développé une stratégie de légitimation basée d'une part sur une visibilisation de leur lutte. Cela s'est traduit notamment par la mise en place d'un sondage auprès des parents bagnoltais à la sortie de l'école et une présence sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une présence médiatique, à l'exemple de cet article dans le journal Le Parisien. Les maires, les maires notamment, ont multiplié les événements autour des enjeux liés à la consommation de la viande, les protéines, le goût, les saisonnalités des aliments, la maltraitance animale, etc. Elles ont organisé des conférences, des pique-niques végétariens, des sorties pédagogiques avec parents et enfants. Et d'autre part, elles ont renforcé des alliances avec d'autres collectifs dont le fait qu'ils soient écologistes n'est pas mis en doute, principalement Greenpeace, l'Association végétarienne de France et Alternatiba. La dimension écologiste du combat du Front de Mer a été niée par des processus d'invisibilisation et de disqualification. La reconnaissance de leur cause, elle s'est traduite par une confiscation et une récupération. Et enfin, la domination et la contestation de leur légitimité, elle s'est traduite par une sous-catégorisation. Ces différents processus sont des exemples des formes de dépossession des mobilisations écologiques depuis les quartiers populaires de France hexagonale. Dans le cadre de cette communication, je ne pourrais pas tous les aborder. Du coup, j'ai choisi de faire un focus sur un de ces processus, à savoir celui de la récupération. Et notamment du fait de la temporalité contrainte de l'exercice, même si j'aurais aimé pouvoir tous les partager. Du coup, la récupération. Oui, bah, avec plaisir. Du coup, la récupération, c'est un élément beaucoup discuté au sein du Front de Mer. Enfin voilà, c'est un élément beaucoup discuté au sein du Front de Mer, c'est comment du coup les habitants et habitantes des quartiers populaires sont dépossédés du fruit de leur travail militant. Pour le sociologue Abdelali Hajat, la récupération politique des luttes de l'immigration et des banlieues est un facteur de dépolitisation de ces territoires qui tend à construire un rapport de défiance aux organisations politiques pour ne plus être instrumentalisées. Il développe notamment le cas de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Et cela se traduit notamment par des modalités d'organisation en dehors des cadres hégémoniques du politique, qui font qu'on a tendance en fait à penser que ce sont des espaces moins militants parce qu'ils s'organisent du coup dans d'autres espaces et autrement. Concernant le Front de Mer, leur lutte pour l'alternative végétarienne à la cantine était initialement considérée comme illégitime, notamment par les membres de la FCPE. Les militantes ont donc travaillé à légitimer leur cause, et une fois que leur lutte a été considérée comme nécessaire, d'autres organisations, dont celles qui les ont disqualifiées comme la FCPE, l'ont récupérée. L'exemple de la FCPE, c'est le plus frappant puisque l'organisation a reproduit un événement public organisé quelques mois auparavant par EEB, du coup, presque à l'identique, en invitant du coup les mêmes intervenants et intervenantes autour de la même thématique. En effet, du coup, EEB a organisé une conférence le 9 février 2018 intitulée La viande, la fin d'un mythe, et avait entre autres invité pour intervenir à cette occasion une chargée de campagne à Greenpeace et un médecin. Et le 12 décembre 2018, du coup, 10 mois plus tard, la FCPE 93 a organisé une soirée « Nos enfants ont le droit à une meilleure cantine », focus sur la viande industrielle. Avec du coup ces mêmes deux intervenants, sans y convier le Front de Mer, ni aborder la lutte qu'elle menait alors depuis 2016. Les militantes ont donc toutes évoqué le sentiment de dépossession qui a accompagné la découverte de cet événement. Du coup, Marion, bagnoltaise adhérente à la FCPE, considère ces enjeux de récupération dénoncés par le Front de Mer d'un ridicule achevé, comme elle l'abordera avec moi dans le cadre d'un entretien. Alors, je voulais vous lire l'extrait d'entretien, mais au vu du temps qui passe, je vais pas le faire, mais on pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse. Mais globalement, elle me décrit là à quel point pour elle les enjeux de récupération du coup sont ridicules et à quel point l'enjeu ça a été le fait que Fatima Ouassa, quand elle était en interne de la FCPE, a focalisé sur la viande, ce qui pour elle n'était pas compréhensible. Et enfin voilà, on pourra revenir sur cet extrait si ça vous intéresse, mais c'est l'extrait principal qui illustre du coup les enjeux et les perspectives de la FCPE concernant ces accusations de récupération.
Du coup, elle évoque notamment à la fin de l'extrait, je vais dire juste la dernière phrase, je veux dire pourquoi son angle d'attaque n'a été que celui de la viande, avec cet enjeu en fait que la question de l'alimentation à la cantine pour la FCPE et pour cette adhérente en particulier ne serait pas en fait le focus particulier, la question de la viande. Donc la question de la viande ne serait pas centrale, pourtant c'est l'angle du coup qu'a pris la FCPE pour aborder la question de la cantine scolaire lors de cet événement de décembre 2018. Cette conférence, elle a impliqué pas seulement la FCPE, mais également Greenpeace. L'ONG a été, pendant toute la période de la mobilisation autour de l'alternative végétarienne, un partenaire privilégié du collectif local, du collectif local bagnoltais du Front de Mer. Les membres de Greenpeace étaient au courant du coup des histoires, des difficultés d'émergence, des relations conflictuelles avec la FCPE locale et des défis de légitimité autour d'une lutte écologiste portée principalement par des maires racisés de quartiers populaires. Même si, du coup, cette conférence n'a pas mis fin au partenariat entre Greenpeace et le Front de Mer, cela a marqué pour les militantes de Seine-Saint-Denis une évolution dans la relation avec Greenpeace. Elles ont témoigné d'un sentiment d'injustice, d'autant plus qu'elles ont été les premières à expliquer à Greenpeace les modalités de mobilisation locale de collectifs de parents sur l'enjeu du végétarisme à la cantine. Greenpeace a reproduit les conseils du coup donnés par le Front de Mer pendant l'événement avec la FCPE. Une partie des militantes du collectif bagnoltais du Front de Mer est intervenue lors de la conférence de la FCPE pour lutter contre leur dépossession et rappeler leur existence et leur lutte sur le sujet. Fatima Ouassak m'en a donc parlé lors d'un entretien, et pareil que je pensais vous dire, mais clairement le temps va me manquer. Et du coup, elle raconte dans le cadre de cet entretien voilà, ce sentiment de dépossession et l'intervention des membres du Front de Mer, enfin d'Ensemble pour les enfants de Bagnolet, dans le cadre cet événement. Et elle raconte aussi du coup les relations avec Greenpeace et comment elles avaient participé à construire les stratégies de mobilisation locale par Greenpeace. Du coup, le Front de Mer s'est confronté plusieurs fois aux enjeux de récupération, même si l'événement de la FCPE c'est celui qui, à mon sens, l'illustre le mieux. L'un des problèmes majeurs de la récupération par des collectifs qui ne sont pas de classe populaire et qui sont des collectifs blancs est qu'en se l'appropriant, ils retirent à la lutte son histoire politique. En effet, la lutte pour l'alternative végétarienne du Front de Mer ne peut se comprendre sans prendre en compte sa manière d'être située, c'est-à-dire d'où elle est partie, qui l'a exprimée et quelles entraves ont été subies. En s'appropriant cette lutte, sans en citer l'origine, on retire la subversivité d'un combat politique et on le blanchit. Pour les militantes, cela traduit une absence de reconnaissance de leur travail, des sacrifices qu'elles ont effectués, du temps qu'elles ont consacré et des violences qu'elles ont subies. Malgré ces difficultés, le syndicat de parents ne s'est pas laissé déposséder à lutter au sein de la cellule militante d'Île-de-France pour légitimer sa place en tant que collectif écologiste autonome des quartiers populaires. Par son ancrage dans les quartiers populaires, le Front de Mer a une conception de l'écologie singulière qui est définie comme un outil d'émancipation. L'écologie est pensée par le syndicat comme d'une part un moyen de lutter pour l'égalité et la justice sociale, et d'autre part l'écologie est pensée comme un moyen de caractériser un autre rapport à l'environnement basé sur une reconquête du pouvoir politique et du territoire au sein des quartiers populaires. On pourra y revenir plus en détail dans la discussion. Et comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas abordé les enjeux plus conceptuels liés aux perspectives matérialistes que je pensais initialement proposer, mais au vu des objectifs posés par ces journées et au vu des discussions qui avaient eu lieu hier, et afin de mieux dialoguer avec les autres communications, et là je pense qu'il y avait vraiment un fil, il m'a semblé plus pertinent du coup de partager ces éléments et de revenir sur cette mobilisation en espérant qu'il y aura d'autres occasions de discuter des perspectives matérialistes. Merci pour votre attention. Je pense que vous attendez chez le tête, comme ça on va y assister. C'est pas tout de suite, mais bientôt j'espère. Là, on va aller dans le milieu rural. Pas différent. Alors, c'est quoi déjà? C'était le CE. Attends, mais non, Ouais, ça il faut fermer peut-être. oui, oui. On était là-dessus. Voilà. Voilà, c'est ça. Et désolée, j'ai pas eu le temps de le traduire en anglais. Il est très chargé, comme me l'a dit, mais moi j'ai pas fait l'effort. Ça va, je parle pas. J'avais pas le temps. Faut quand même respecter le temps, parce qu'il a Oui. tout à fait. Oui, il est très chargé, mais je vais essayer de respecter le temps. Il est très chargé comme PowerPoint. Ouais, bon.
Alors, c'est une petite recherche-action. Enfin, dans le cadre dans lequel je travaille, c'est exactement comme Elisabetta, c'est hors contrat, donc c'est du travail bénévole parallèle, des recherches qui sont difficiles à faire financer. Et c'est ce qu'on appelle là-bas plutôt une action-recherche. Mais là, j'ai repris le mot de recherche-action. En Pays de la Loire, dans du rural profond, mais avec un ensemble de partenaires. Notamment, je travaille en binôme avec un activiste de l'association éolienne citoyenne en Pays de Vilaine et dans un partenariat large avec la communauté d'agglomération de Redon, la commune d'Avessac et tout le programme Transition énergétique et sociétale en Pays de la Loire qui en fait travaille sur des territoires d'expérimentation de transition. Alors la transition, elle est pensée de manière socio-écologique, donc transition énergie-climat, mais aussi transition écologique sur d'autres aspects, biologie, enfin biodiversité, des choses comme ça. Alors, notre petite action recherche dans un hameau rural à Bouy visait à essayer de repenser les trajectoires de transition socio-écologique par le bas avec des habitants très modestes qui ne réclament rien. Ils ne réclament rien, on est allé les voir. Ces habitants très modestes sont des anciens d'un hameau rural issus du monde agricole, retraités en partie, et des nouveaux habitants qui sont venus là, actifs ou retraités, parce que le foncier est très peu cher dans ces zones rurales. Donc, ils travaillent plus à Redon ou en ville. Et ces deux sociétés coexistent. On voulait, dans le programme TS, travailler avec des publics dits éloignés de la transition écologique. Alors, éloignés par leur centre d'intérêt exprimé, du moins, on va leur mettre en cause ça, par leur sensibilité politique. Ce pas des gens qui votent vert, bon, ils votent même extrême droite parfois. Éloignés par leur profession, par leur niveau d'études, par a priori un manque de ressources en termes de pouvoir, de capacité d'expression publique pour devenir des acteurs estampillés de la transition, et puis éloignés par leur localisation géographique à l'écart des grands pôles urbains, des zones métropolitaines. Voilà. Et donc l'idée, le pari, c'était de dire, est-ce qu'on peut redéfinir les trajectoires de transition territoriale, donc socio-écologique, et redéfinir leur gouvernance à partir et surtout avec l'aide de ces publics très modestes. Bien sûr, en coopérant avec la municipalité et la communauté d'agglomération, mais dans un second temps, pour garder le lead, pour que les habitants gardent le lead. Et donc, on s'inscrit dans une double perspective de justice socio-écologique et de démocratie environnementale qu'on peut définir comme une forme d'autogouvernement, de codécision. Et on émarge, mais là, je ne ferai pas de théorie, au champ des écologies populaires et de l'environnementalisme ordinaire. Alors, voilà où on est. On est donc ici, il n'y a pas de pointeur. Dans un hameau, on va travailler avec un hameau qui est ici, un écart à 2,5 km d'Avessac. Avessac, c'est à 8 km d'une petite ville en déclin, Redon, économiquement en déclin. Et le secteur dans lequel on travaille est à peu près à 70-80 km de Nantes, Rennes. Et Vannes, c'est du rural profond, comme disent les géographes. On est à l'écart. On est à l'écart. Et pourquoi là? Parce que ce secteur avait été pressenti, parce qu'il y a un parc éolien citoyen porté par l'association avec laquelle je travaille, pas trop loin. Et donc, du coup, il y a de l'argent et les parcs citoyens disent, on va faire des actions de maîtrise de l'énergie, d'économie d'énergie avec les habitants. Et bon, nous, on a proposé autre chose. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ici, il y a les marais de la Vilaine. Donc, le cadre géographique est important, on va y revenir. Pour travailler avec ces habitants qui avaient été pré-identifiés, mais qui n'avaient rien demandé, il n'y avait pas de conflit, pas de mobilisation, rien de tout ça, on a dû inventer une méthode très pragmatiste, très évolutive, qu'on pourrait appeler une conduite de projet habitant. On a fait beaucoup d'entretiens, donc moi et Nicolas de l'association, des entretiens longs, ouverts, collectifs, individuels, sur rendez-vous et aussi en porte-à-porte. On a fait des tournées et on a à peu près rencontré les 48 habitants de ce hameau de Bouy, enfin du hameau de Bouy dans la commune très rurale d'Avessac. Notre enquête, elle avait 3 objectifs un peu opérationnels. Premièrement, dresser un diagnostic du territoire vécu, de trouver ce qui faisait enjeu
auprès des différents groupes d'habitants et de chercher des prises entre leurs enjeux et des enjeux de transition socio-écologique à une échelle un peu plus macro. Notre objectif de l'enquête, c'était comme on allait les voir, et bien finalement, on faisait circuler de manière pragmatique des idées, des hypothèses, des envies. On parlait de ce que les habitants nous disaient pour que ça acquiert une espèce de, pas une rumeur, mais une vie propre. Ah, ils sont passés, ils vous ont parlé de ce projet. Ah oui, mais bon, voilà. Et pour créer une sorte de dynamique, voilà, une dynamique habitante. Et puis, bien sûr, l'enquête avait aussi pour but de révéler les pratiques habitantes. Et en fait, ça, on le connaît, de montrer tout ce qui est invisibilisé, voilà, à savoir un socle de pratiques environnementales fortes, enfin, en tout cas importantes, dont je vais vous parler un peu, dans l'idée de redéfinir des trajectoires beaucoup plus coopératives, mais à partir de cet existant, de ces pratiques-là. Alors, concernant les enjeux pour les habitants rencontrés, pour eux, l'enjeu numéro un, c'est qu'il y avait qu'il y a un manque de liens sociaux entre les anciens qui tiennent le territoire, qui sont nés là, hein, c'est des agriculteurs ou des fils d'agriculteurs, et puis les nouveaux arrivés qui viennent voilà, s'installer là parce que c'est pas cher. Et ça crée deux sociétés parallèles et étanches. Et les anciens qui tiennent quand même le territoire souffrent beaucoup, mais les nouveaux aussi aimeraient bien avoir des liens sociaux avec ceux qui sont là depuis la nuit des temps dans le territoire et eux qui viennent habiter là, mais qui prennent leur voiture et qui vont travailler, qui investissent pas ce territoire. Après, c'est un territoire où on rencontre d'autres enjeux plus classiques, mais qui sont beaucoup moins importants pour les habitants interviewés, à savoir des problèmes de pollution agricole avec des maladies lourdes, hein, des cancers lourds, phytosanitaires et aussi amiantes sur les toits des hangars. Cancer chez les couvreurs, chez les artisans couvreurs, donc des conflits avec certains agriculteurs très intensifs, beaucoup de destruction écologique liée au remembrement, à la suppression des haies avec beaucoup d'inondations et de perte de biodiversité. Et puis un cœur de bourg, enfin le hameau, est traversé par une voie rapide que eux, ils appellent la route à 4 grammes d'alcool, où les gens passent à 110 km/h. Et donc, effectivement, le cœur du hameau, il n'est pas, du hameau, il n'est pas marchable. On peut pas en faire un lieu de vie. Voilà, c'est limité à 80, mais les gens roulent à 110. Alors, à partir de là, on va formuler 3 hypothèses de recherche. La demande des habitants, c'est vraiment d'instaurer du lien entre les anciens et les nouveaux. Et nous, on se dit, bon, bah, on pourrait finalement répondre à leur demande en travaillant un partage des connaissances sur le territoire. On va voir ensemble entre les anciens et les nouveaux. Deuxième hypothèse, la redécouverte de ce territoire de vie avec un peu un transfert de connaissances des anciens vers les nouveaux pourrait donner envie de faire ensemble pour réparer le territoire écologiquement parlant et socialement parlant. Par exemple, les habitants le font déjà, plantation de haies, restauration de lieux communs. Bon, ça, c'est articulé au diagnostic de Glenn Albrecht sur le fait qu'il est possible d'augmenter le pouvoir d'action citoyen en développant des actions collectives de réparation territoriale, de réparation écologique. Et puis, une troisième hypothèse qui va émerger, c'est que si la reconnaissance de ce pouvoir d'agir citoyen et de ce pouvoir d'aménager l'espace, parce qu'il l'aménage depuis toujours, en fait, on va voir, peut encourager une dynamique de transition habitante qu'on essaye de faire naître. Hein, c'est difficile. On part de rien et on arrive, on débarque, voilà. Alors, je vais vous présenter des résultats scientifiques, des résultats scientifiques, d'autres sur l'action, parce que ça a donné lieu à des actions, et d'autres sur la méthodologie. Alors, ça, les résultats scientifiques, n'est pas étonnant. C'est ce qu'on sait quand on travaille sur l'environnementalisme ordinaire, mais c'était très étonnant de le retrouver sur un territoire lambda, au hasard, pris au hasard, en milieu rural, parce que on travaille plutôt sur les villes. On découvre des habitants qui ont passé leur enfance dans les marais, parce qu'ils gardaient les vaches dans les marais. Ce territoire était couvert de communs. Les marais étaient des communaux, hein, il n'y avait pas de propriété pour les vaches. Et ensuite, on nous parle beaucoup des petits lieux trop de ce hameau, de cette commune, qui sont des communs à l'abandon, les anciens fours, les anciens lavoirs, les anciens puits. Ok, donc ces communs-là ne sont plus habités et actifs.
Ensuite, on découvre aussi. Ah, j'ai parlé de la marche ou pas? Ah non, on va le voir après ça. Oui, d'accord. Ben non, alors j'ai un slide qui a. Ah ben, j'ai une slide qui a sauté. Ah, je ne sais pas pourquoi. Il y a une slide qui a sauté. Ah oui, non, mais alors il faut que je vous dise un truc qui est important. Parce que du coup, il y a une slide qui a sauté. Quand on fait après la démarche de l'enquête, eh bien, au début, ils voulaient absolument restaurer la fête du hameau qui permettait, qu'ils avaient inventé pour créer des liens entre les nouveaux et les anciens. Et donc, ils nous mettaient dans cette boucle de dire comment on va faire. Il faut réorganiser la fête annuelle du hameau, mais il y a la Covid, les personnes âgées sont très fragiles et en fait, ils ne sont pas arrivés à organiser cette fête, même avec notre aide. Et puis, du coup, on était un peu désamorcés en se disant, mais comment on va continuer à travailler avec eux, puisque ce qui est important pour eux, ça ne marche pas. On a relu nos notes, et puis à un moment, il y a une dame qui nous avait dit, on connaît les gens quand on marche. Voilà. Et on a saisi cette phrase et on s'est dit, c'est évident, il faut aller marcher. Parce qu'en fait, eux, quand ils marchent, ils promènent leur chien ou pas, ben, ils rencontrent les voisins, ils se font inviter, et le lien social passe par la marche. On s'est dit, bah alors, dans ce cas-là, on va leur proposer de marcher. Et dans cette marche, entre les anciens et les nouveaux, il y aura un reversement des connaissances situées sur le territoire, des lieux investis, des histoires de vie, mais aussi des connaissances sur les arbres, les plantes, etc., qui vont intéresser les jeunes parce que les jeunes, ils arrivent en voiture dans leur pavillon et ils repartent, ils connaissent à peu près pas grand-chose de ce territoire. Donc, on va se mettre à marcher et c'est au cours de ces marches qu'on va découvrir ces pratiques invisibles. Les marches ont très bien fonctionné. Alors, il n'y avait pas les 48 habitants, mais il y avait la moitié à peu près et tout le monde était intéressé pour découvrir ensemble ce territoire. Donc, outre le fait qu'il y avait beaucoup de communs à l'abandon, donc qui potentiellement pourraient être repris en main, nous avons découvert, c'était une très grande surprise pour une géographe, que chaque lieu avait un nom. Je ne le savais pas. Enfin, je suis vieille. Je ne savais pas que chaque lieu en milieu rural a un nom. Chaque pré, chaque lieu. Donc, on arrive à un moment, on nous dit, ah bah oui, ça c'est la Nocté. On dit, pardon, oui, la Nocté, c'est un coin d'eau magnifique et ça, bah oui. Mais en fait, ces lieux ne sont pas écrits et n'existent que dans une communication orale. Donc, il n'y a que les anciens qui connaissent ces lieux. La Nocté, la Hèche, on nous dit, ah, la Hèche, ça ne s'écrit pas. Là, sacrilège, je l'ai écrit. On ne sait pas comment ça s'écrit. Ça ne s'écrit pas, c'est de la communication, enfin, de la culture orale. La Potelle, les Chirailles, le Port-Chauvin, la Dayotte. Il y a tout un tas de toponymes qui jonchent ce territoire que personne ne connaît, sauf les anciens, c'est dans la tête des anciens. Alors ça nous a beaucoup marqué. On s'est dit, bah, comment ça se fait que ces lieux n'existent nulle part sur les cartes, sur les toponymes? Il faudrait peut-être inventer une signalétique de ces lieux et finalement décoloniser le territoire pour retrouver le nom et l'identité des lieux. Ça, c'est un peu nos hypothèses, notre brainstorming. Restaurer ces noms de lieux qui sont dans la tête des habitants, ça serait intéressant pour s'autoriser à reprendre possession du territoire. Parce que si on veut reprendre possession de notre territoire, eh ben, les noms des lieux, c'est important. Par exemple, les enfants ne sortent pas. Il y a quelques familles avec des jeunes enfants. Ils ne sortent pas de leur pavillon. Ils sont dans leur jardin et on ne les autorise jamais à aller bourlinguer dans la campagne. Mais si ils allaient à la Nocté, les parents pourraient les laisser divaguer parce qu'ils ne seraient pas dans un territoire de plusieurs kilomètres, ils seraient à la Nocté ou ils seraient au Chirail ou au Port-Chauvin. Enfin, ces lieux qui sont en fait très, très importants dans la tête des anciens. On s'est dit finalement, cette autre toponymie, elle existe, elle est là, elle est orale, elle serait importante à restaurer pour décoloniser les pratiques d'aménagement modernisatrices et de transition aussi très injonctives, en se demandant qui avait le pouvoir de nommer les lieux et de les aménager. Et est-ce que cette question, nommer les lieux, les aménager, est-ce que ce n'était pas le pivot d'une émancipation politique si on réfléchissait à d'autres trajectoires de transition socio-écologique? Alors après, on a découvert, donc outre le fait qu'il y a plein de noms de lieux qui sont sur aucune carte, hein, aucun document, c'est vraiment, enfin moi, j'ai été surprise de ça.
On a découvert aussi qu'il y avait, ça c'est plus classique, des habitants qui prenaient soin et qui prenaient soin du territoire. Par exemple, un puits dans un carrefour public avait une couverture magnifique et en marchant, on dit, ah, la mairie a fait ça, ah non, non, ah, l'association a fait ça, ah non, non. Ah ben, c'est Gérard, mais Gérard, c'est le voisin. Ben, le voisin, il est couvreur. Donc, on est allé le voir. Pourquoi vous avez fait ce puits? Pourquoi vous avez contribué à l'habilité du territoire, à l'habitabilité du territoire sur quelque chose qui est un espace public? Voilà. Ben, lui, il l'a fait parce qu'il sait faire ça. Il a donné ça à la commune. Et Gérard, il entretient aussi toutes les fleurs autour. Et en fait, il y a plein de gens qui curent les fossés, qui plantent des fleurs et qui aménagent le territoire, mais c'est invisible. Mais la commune le sait, elle laisse faire. Il y a tout un tas d'entretien, de care diffus de l'environnement par des habitants, parallèles donc à l'aménagement de la commune. Alors, quand on a découvert ça au fil de ces marches, à savoir des habitants aménageurs qui prenaient soin des choses et qui... On a fait du brainstorming chez les habitants pour dire, ben, ça serait quoi, enfin, qu'est-ce qui serait intéressant de faire ensemble? Peut-être il faudrait une signalétique. Ouais, local, je vais faire comme Lydie, des noms de lieux, restaurer certains puits, certains lavoirs, certains fours, restaurer ces lieux de sociabilité, ces petits lieux centraux. Et puis, eux, ils avaient une demande aussi forte sur la pacification du trafic au centre du hameau. Nous en parlait d'un chemin rouge, un ancien chemin piéton qui faisait le lien au bourg. Et donc, l'idée de le fermer à la circulation routière, il y a beaucoup Alors évidemment, quand on veut fermer le chemin rouge à la circulation routière, ça va se faire. Eh bien, c'est autant une action de décarbonation CO2 que de retrouver des pratiques anciennes par lesquelles ils passaient pour aller au bourg, au centre-bourg, là où il y a les commerces. Voilà. Donc, ça marche du côté ethnographique et du côté décarbonation, si on prend les deux opposés. Alors, comme il y avait tous ces projets dans la tête des habitants, là, on a décidé de faire rentrer en scène la commune, donc les pouvoirs publics, mais vraiment, ça a été long, c'est exactement ce qu'a dit Elisabetta hier. Il a fallu 2 ans pour créer une confiance, etc., travailler avec ses habitants. Et puis, dans un second temps, faire rentrer en scène les pouvoirs publics, mais à condition qu'il y ait un changement de posture, c'est-à-dire que la municipalité était là pour aider à concrétiser des projets habitants. Ça s'est bien passé. On a beaucoup travaillé sur des cartes et effectivement, la municipalité a accepté de jouer le jeu d'un changement de posture, juste à traduire les propositions habitantes. Oui, alors si on veut faire ça, alors peut-être vous viendrez avec moi et puis on va voir où est-ce qu'on installe le ralentisseur, bon, voilà, sur la chaussée, etc. Il y a eu un travail autour de l'eau, retrouver les petits lieux communs, retrouver finalement en termes d'action, parce que c'est d'abord une action. On a commencé par l'action sur les mobilités douces, donc retrouver la marchabilité du territoire, parce que ce hameau est traversé par cette route, avec donc des travaux payés réalisés en 2023-24 par la mairie, avec un marquage piéton, une zone 50, avec 2 écluses, un radar pédagogique. On voit là alors ça, c'est un des 153 hameaux. Ça ne se fait que du coup que dans ces hameaux pour protéger un peu les piétons ici. Donc la municipalité a eu de la difficulté, mais on lui a dit, mais oui, mais vous le faites là, mais après vous le ferez ailleurs. C'est expérimental, donc on expérimente de décider comment on va aménager à partir des idées des habitants. Le chemin rouge a été passé en voie piétonne et vélo, c'est une voie verte bicomposant. Et l'agglomération a dit, OK, on dévie le réseau d'itinéraires cyclables de la communauté d'agglomération par Bouy pour reconnecter le hameau au centre-bourg et au marais par une voie douce. Et ces travaux d'aménagement sont suivis par un comité de suivi habitante de 4 habitants qui, en fait, sont en lien direct avec l'élu et l'aménagement. C'est le comité de pilotage, c'est 4 habitants. Après un travail sur la restauration des ressources hydriques du territoire pour les mettre les restaurer avec un projet de restauration d'un second puits abandonné. Le premier avait été restauré par Gérard parce qu'il se bouche en fait. Si le couvreur n'intervient pas, ça se bouche, c'est enroncé, etc. Et puis, autre résultat, bon, je ne sais pas ces détails, mais ça, ils étaient en conflit avec le maire, donc ça a été une réconciliation. Votre résultat, le plan climat de la communauté d'agglomération
d'agglomération de Redon a été délégué à l'association éolienne en Pays de Vilaine. Ça, c'est intéressant, avec 200 000 € et l'idée de diffuser ces approches par le bas à l'échelle de la communauté. Alors là, il va falloir se méfier. Ils ont beaucoup aimé, le président de la communauté agglo a beaucoup aimé cette recherche-action et aimerait diffuser ces approches par le bas dans le cadre du plan climat. Et notre partenaire à la communauté d'agglomération de Redon, qui était la directrice de l'environnement, a été nommée directrice de cabinet, donc liée aussi à cette expérimentation. Voilà pour des résultats. Donc, pour l'instant, parce que c'est incrémental, bien sûr, il y a tout un tas de choses qui pourraient être faites pour partir sur une transition par le bas, à partir des savoirs et des expériences et des habitants. Quelques retours méthodologiques pour finir en termes de méthodologie. Bon, l'importance de marcher à la rencontre du territoire, c'est connu. Latour l'avait fait à Bordeaux avec des bobos. Là, on le fait avec des gens, des publics de classe populaire. Quand on marche, effectivement, on engage une démarche de réappropriation du territoire. Ensuite, Elisabetta l'a dit hier, très important de construire une relation de confiance avec des habitants parce que nous, on arrive comme des martiens, mais qu'est-ce qu'on leur veut? Ils sont très méfiants. En plus, ils ne verbalisent pas, ils attendent de voir venir. Donc, eux, ils expriment, disent non, on a besoin de rien, nous. Donc, ça prend 2 ans. Et puis aussi, ces habitants prennent difficilement un leadership. Ils sont sous l'autorité des anciens. Il y a un leadership secret, mais c'est les anciens qui décident et c'est les hommes. Donc, on a réussi à faire bouger un peu les leaderships pour faire émerger des femmes. Ils ont, bon, ils sont pas sur une dynamique de leadership, on va, voilà, mais ils acceptent de coopérer avec les pouvoirs publics lorsque la municipalité entre en scène avec un changement de posture, mais avec beaucoup de prudence, un étape 2 pour être sûr qu'on parte de ce qu'ils trouveraient pertinent de faire sur ce territoire. Autre retour d'expérience, ce n'est pas du tout difficile de trouver des prises entre les enjeux globaux, CO2, biodiversité et les ressources locales pour y répondre. Ça se fait très facilement. Il n'y a pas de possible. Enfin, pour ça, ce n'était pas un problème. Et je pense qu'il est possible d'accroître les capacités collectives de transition avec des publics éloignés en reconnaissant, on retombe sur les justices de reconnaissance, en reconnaissant le fait que les habitants contribuent à l'habitabilité du territoire et qu'en fait, en grande partie, c'est eux qui l'ont aménagé. Dans le milieu rural, c'est eux qui ont tout fait. Donc, le potentiel de transition à venir, ils pourraient aussi se baser sur ce qu'ils ont toujours fait, mais qu'ils continuent à faire, mais de manière complètement invisibilisée. Et là, on a insisté aussi sur l'idée de faire rentrer les partenaires publics dans un second temps pour éviter les effets d'instrumentalisation en mettant des instances de codécision, de co-gouvernement, comme des comités de pilotage habitants de l'aménagement portés par les pouvoirs publics. Voilà, est-ce que c'est une autre voie de transition socio-écologique, beaucoup plus démocratique? Est-ce que je pense qu'on peut le faire, mais ça demande beaucoup de temps. On peut le faire même là où il ne se passe rien, là où il n'y a pas de sentiment d'injustice, pas de conflit, pas de mobilisation préalable, pas de sentiment de stigmatisation, pas de personnes racisées, pas tout ce qu'on a vu là, mais des formes de marginalisation bien effectives et bien silencieuses. Et puis, pour finir, dernier mot, est-ce que ça pourrait ouvrir la voie à un régime de coopération multipartite? Parce que vous avez vu, là, on n'est pas dans le conflit. Le programme TES, c'est de bâtir la coopération entre les pouvoirs publics, les pouvoirs privés, les habitants. Pourquoi cette insistance sur la coopération, l'apprentissage de la coopération? Parce qu'on rentre dans un monde de violence énorme avec populisme, extrême droite, et que un des gros enjeux sur les territoires, mais là on est à l'échelle locale, c'est de désactiver cette violence et de désactiver la méfiance, les conflits, et en vraiment laissant le lead aux habitants, mais ça demande une médiation. Là, c'était nous qui faisons la médiation, mais ça demande des organes de médiation. Redonner finalement la transformation de l'espace aux habitants, c'est possible, ça peut marcher, mais ça demande du temps et ça demande une approche un peu ethnographique. Voilà, donc là, on n'est pas sur le conflit, alors il doit y avoir des conflits, on est beaucoup plus sur l'idée de faire évoluer ensemble ce territoire
parce que ces violences sont en train d'exploser et ces processus de méfiance et d'accusation réciproque entre les pouvoirs publics, les habitants, etc., sont très dangereuses. Donc là, ça met un peu de lien, enfin de paix voilà. Merci beaucoup. Pour finir, avec ma collègue Léa Guilhem, vous présenter un travail que nous avons fait avec la mairie de Paris dans le cadre d'une création tout à fait particulière. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça se fait, les regional agencies. C'est-à-dire que les scientifiques ont initié des démarches de création de groupements scientifiques qui travaillent avec l'action publique, soit les mairies, comme la mairie de Paris, soit les régions. Donc, on est un groupe on est combien? On était une trentaine au départ, très peu de sciences sociales et humaines. On était à peu près 3 ou 4 de sciences sociales et humaines, et puis quelques-uns, l'essentiel de sciences dures, et notamment des climatologues, et puis quelques biologistes. Donc, cette recherche, ce travail a donné lieu, j'explique un petit peu le contexte, a donné lieu à la rédaction de carnets qui sont censés faire le point sur la littérature scientifique sur les territoires en question, régionaux ou municipaux, sur une problématique donnée. Par exemple, vous trouvez sur le site du GREC, vous pouvez le trouver, des carnets qui intéressent les extrêmes climatiques. Ça peut être une des données. Alors, sur la question, sur les thèmes des sciences sociales et humaines, il n'y a pour l'instant aucun carnet rédigé et tous sont en cours et ont posé beaucoup plus de questions que pour les carnets purement naturalistes ou purement de climato. Alors, cette question des inégalités, moi, quand je suis arrivée dans le groupe, le GREC a été fondé dans les années, il y a quelques années déjà. Quand je suis arrivée dans le groupe, j'ai dit il faut mettre au centre la question des inégalités. Ça a eu beaucoup de mal à passer au sein du groupe lui-même. Faut voir un peu qu'on est dans un groupe avec beaucoup de naturalistes, de chercheurs plutôt positivistes, on va dire. Et cette question des inégalités, à l'époque, elle ne faisait pas du tout consensus. Et c'est la mairie de Paris elle-même qui a poussé cette question sur l'agenda et qui a dit ça nous intéresse. Donc, c'est par l'entremise des gouvernements locaux que cette question est devenue une question qui a été traitée scientifiquement au sein du GREC. Alors, on n'allait pas, enfin moi, ce que j'avais proposé au début, avant que le groupe soit totalement formé, c'est de faire 3 carnets. Un carnet, par exemple, classe aisée et changement climatique, classe moyenne et changement climatique, et un carnet classe populaire et changement climatique. Parce qu'il ne me semblait pas juste d'adresser uniquement cette question des classes populaires et de ce fait de les séparer d'une certaine manière du reste de la population. Dans un premier temps, en tout cas, je suis très têtue, dans un premier temps, en tout cas, la mairie de Paris a choisi de traiter uniquement du carnet des classes populaires. Alors, on a fait ce travail, il est presque finalisé, et Léa, qui participe au groupe, vous avez vu le groupe qui est décrit là, eh bien, Léa, qui participe au groupe, va vous décrire maintenant la méthode de travail. Merci Nathalie. Ouais, alors, on a essayé de faire un premier travail un peu réflexif de cette démarche qui est nouvelle, hein, à la fois pour le GREC, pour la mairie de Paris et pour nous en tant que chercheuse. Et bon, il y a eu ça permet de mettre en évidence un certain nombre de conditions favorables à ce type de travail, de collaboration entre chercheurs et action publique. Alors, je vais vous en citer 4 qui me semblent particulièrement importantes. Il y a eu d'abord des passeurs dans l'institution publique. Alors, ces passeurs, ça peut être des personnes qui font ça en tant que personne du fait de leur parcours. Bon, en l'occurrence, une chargée de mission de la ville qui était elle-même détentrice d'un doctorat,
familière donc des enjeux de recherche et qui a pu faire le lien entre les chercheurs et les services de la ville. Donc, elle a eu un rôle central et c'est dû à son parcours qui est dans l'entre-deux, quoi. Mais il y a aussi au sein de la ville de Paris une formalisation en fait de cette fonction d'intermédiation entre scientifiques et action publique à travers le pôle résilience de la ville et dans ce pôle résilience, le service de la prospective, l'interface ville-recherche. Donc, dans ce service résilience, il y a une interface constituée à ce jour de 2 personnes, mais qui a cette fonction en fait de faire le lien entre la recherche et l'institution publique, et notamment le lien se fait avec les thèses CIFRE accueillies au sein de la ville. Une deuxième condition, c'est l'animation de la démarche de collaboration. En l'occurrence, ça a été une fonction assurée par le GREC, chargé des choses bête mais importante de programmer et d'animer les réunions, de coordonner les différentes parties prenantes, de faciliter le travail d'écriture. Enfin voilà, en fait, tout ce travail un peu invisible, mais qui est absolument nécessaire à ce type de démarche. Une troisième condition, c'est la mobilisation importante, en tout cas sur ce carnet, pour ce qu'on en a vu, des services de la ville, y compris de leur direction, au cours des réunions, mais également entre les réunions, avec une implication des services dans la discussion vraiment des apports qu'ont pu faire les scientifiques. Et puis, il y avait l'importance aussi de la mobilisation des chercheurs et des chercheuses de ce groupe, en sachant que le modèle qui a été jusqu'ici suivi par le GREC, c'est en fait le modèle du bénévolat sur ce type de carnet. Et c'est des réflexions sur lesquelles qu'on continue parce qu'en fait, il se trouve que la mobilisation d'un postdoc, de quelqu'un en tout cas qui aurait l'assurance de coordonner cette démarche de manière salariée serait sans doute plus efficient. Voilà pour les conditions nécessaires. Et donc, je vous dis en 2 mots la méthodologie qu'on a suivie. Du côté des chercheurs, donc la méthodologie principale, c'était la réalisation d'états de l'art de la littérature scientifique, états de l'art qui étaient sectoriels, alors sur 4 grandes thématiques qu'on verra au cours de notre présentation. Et à la base, il y en avait 8, en fait. Donc on a considérablement réduit l'ambition. Et ce qu'on a constaté en faisant cette revue de la littérature scientifique, c'est qu'en fait, il y avait assez peu de choses sur le rapport de ces 4 thématiques aux classes populaires pour ce qui concerne Paris et sa région. Donc, on cherchait en priorité des travaux dont les terrains portaient sur le territoire qui intéressait la ville. Et en fait, sauf sur certaines thématiques, notamment celle des déchets, où il y avait quand même un certain nombre de travaux, il y avait assez peu de choses. Donc ça, c'est un constat qu'on fait sur le manque de travaux sur ce terrain-là. Et puis, du côté des services de la ville, la méthodologie a été l'inventaire des actions de la ville sur les sujets écologiques en direction des classes populaires. Et ça a été un travail en fait de rassemblement des actions de la ville portées sur ce sujet, dans la mesure où on sait bien que l'action publique est encore très sectorielle. Et donc, il a fallu faire ce travail de collecte qui a été fait par les services. Alors, bien sûr, pour entamer le travail, il y a eu une discussion collective sur la notion de classe populaire. Je ne vais pas aller en profondeur sur cette question qui mériterait des tonnes de littérature. On a bien sûr considéré la question des classes populaires comme ayant trait aux revenus, mais aussi pris en compte le fait que un groupe peut se désigner comme étant de la classe populaire, ou des personnes peuvent se désigner comme étant membres d'un groupe, ou être désigné en tant que tel. Donc, ce processus joue un rôle d'autodésignation ou de désignation par d'autres groupes sociaux comme étant déterminant de positionnement à l'égard, par exemple, des déchets, on va le voir, ou par rapport à la question de la consommation énergétique, ou même d'une relation à la nature. Donc, ce n'est pas toujours des questions de revenus, mais des questions de positionnement social qui sont très importants pour définir ces classes populaires. Enfin, on a eu une approche très territoriale, dans la mesure où vous voyez là tous les quartiers politiques de la ville de Paris. Donc, c'est des quartiers qui ont été évoqués plutôt par, je crois, Renda. Donc, c'est des quartiers qui sont inscrits
dans une politique nationale de lutte contre les mécanismes d'exclusion, une politique qui est née en 82. J'ai moi-même fait partie de la délégation interministérielle à la ville sur la lutte contre les discriminations dans ces quartiers. Alors, je ne sais plus si c'est moi ou toi la prochaine. Vas-y, vas-y. Alors, donc on va vous faire un peu on va balayer en fait le carnet ensemble, hein, et la première étape théorique qu'on a choisie pour ce carnet, c'est de montrer les mécanismes par lesquels les politiques publiques environnementales actuelles peuvent renforcer les inégalités et la stigmatisation. Donc, voilà, une première chose qu'on voulait mettre en évidence dans ce carnet, c'est que parmi les actions de la ville qui ont été répertoriées dans l'inventaire, il y avait une surreprésentation des actions de sensibilisation et d'information en direction des classes populaires. Donc, derrière, une idée sous-jacente dont Elisabetta a beaucoup parlé hier, que les classes populaires ne seraient pas assez sensibilisées et informées. Donc, on va multiplier les actions de sensibilisation et d'information les concernant. Alors, cette idée, elle s'appuie sur la double représentation une double représentation de l'écologie et des classes populaires, une représentation des classes populaires qui serait indifférente à cette question de la fin du monde, parce qu'elle serait focalisée sur la fin du mois, hein, donc ça on l'a bien vu hier, mais aussi une représentation de l'écologie qui serait éloignée des questions matérielles et centrée sur des considérations post-matérialistes. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui nous semble expliquer en fait cette focalisation sur des actions de sensibilisation et d'information. Et donc l'ambition de cette première étape du carnet, c'est de montrer que ce double présupposé produit des choses très concrètes quand on le décline sur les 4 thématiques identifiées. Donc pour vous prendre un exemple parmi les 4, hein, c'est la thématique des déchets. Donc tu peux passer à la slide d'après. Où la littérature scientifique collectée sur cette question du rapport des classes populaires aux déchets souligne un paradoxe, hein, dans ce rapport. C'est-à-dire qu'alors même que les pratiques de récupération et de réparation sont ancrées dans les modes de vie des classes populaires, celles-ci et les territoires qu'elles habitent sont associés dans les représentations à la surproduction et à la mauvaise gestion des déchets. Et donc cette stigmatisation, elle n'est pas du tout nouvelle. Enfin, il y a toute une littérature scientifique qui retrace cette histoire, hein, du rapport des classes populaires aux déchets, avec une inscription dans la tradition hygiéniste de la fin du 19e siècle, qui traduit bien cette mise au propre des villes par les hygiénistes de l'époque. Et dans le contexte contemporain, en fait, cela se durcit avec des politiques migratoires et cette stigmatisation des classes populaires dans leur rapport aux déchets, elle a maintenant une composante raciale assez forte. Enfin, qu'on pense à la façon dont la puissance publique gère les bifins, par exemple, sur les différentes portes parisiennes. Donc, il y a la perception d'un mauvais entretien des espaces associés au territoire populaire. En réalité, ce n'est pas une propriété ni de ces territoires ni de ces classes sociales, mais la conséquence de la société de consommation et de la ségrégation urbaine, c'est-à-dire que les marges sociales et urbaines constituent en fait les principaux débouchés des déchets qu'elle accumule. Pardon, je parle très vite de façon naturelle, mais voilà, je vais essayer Je te laisse la main sur le deuxième chapitre du carnet. Donc, de manière générale, et ça rejoint énormément de choses qu'on a vues jusqu'ici, donc on va peut-être pas s'apesantir, ces pratiques sont invisibilisées, on l'a vu, alors qu'elles sont constitutives de ce qu'on a appelé, en tout cas dans ce carnet, suite au collectif Rosa Bonheur, une véritable économie populaire, une gestion de la vie quotidienne par ces classes populaires. Et ce sont à la fois des stratégies de subsistance, mais aussi développées, on l'a vu, dans des situations d'inégalité socio-écologique, mais c'est aussi des stratégies d'autodéfinition, je pense, et d'identification d'elles-mêmes vis-à-vis d'autres qui produisent des formes de sociabilité, et je pense que tu l'as très bien montré, Lydie, même si très rapidement, et de solidarité très spécifique. Alors, on peut qualifier ces pratiques de sobres. En revanche, il ne faut pas oublier qu'elles sont à la fois subies et choisies. Ce n'est pas parce qu'elles sont subies qu'elles ne sont pas choisies.
On subit beaucoup de choses qu'on finit par revendiquer comme étant de l'ordre d'un choix. Donc, la dialectique, elle est assez subtile là. Alors, il y a notamment sur la question de l'énergie, on le voit dans les quartiers d'habitat social, un désir de contrôle de sa consommation, en tout cas sur certains types de consommation, avec des systèmes bricolés. Et encore une fois, Lydie en a rendu compte tout à l'heure, l'univers du bricolage est très important. Je vous rappelle un théoricien très important pour nous en France, c'est Michel de Certeau, qui a beaucoup parlé du bricolage des habitants. Et je pense qu'il y a une grande tradition de réflexion sur les marges de manœuvre collectives à partir de ces travaux. Alors, certes, on peut y voir des formes de sobriété énergétique, on peut y voir également des formes de résistance, voire de réappropriation de cette boîte noire que sont les modes de vie en ville. Et je crois, et nous croyons surtout qu'elles sont révélatrices de situations de précarité énergétique et qui peuvent avoir des conséquences sur la vie quotidienne, y compris en termes de santé. Ouais, donc c'était bien l'idée du carnet, hein, d'à la fois montrer que ces pratiques populaires, elles pouvaient être considérées comme relevant d'une sobriété énergétique dans le cas de cet exemple-là, mais de bien insister sur le fait que c'était d'abord des révélateurs d'inégalités sociales fortes contre lesquelles l'action publique avait vocation à lutter, quoi. Donc c'est toujours tenir ce paradoxe en fait par les deux bouts, quoi. Et donc, dans ce premier, dans ce chapitre que Nathalie a résumé, l'idée, c'était bien de montrer que ces pratiques s'ancraient dans des inégalités qui avaient une double dimension écologique et sociale. Puis, dans le chapitre suivant, l'idée, c'était de montrer justement cette dialectique entre subi et choisi. C'est-à-dire que, outre les motivations économiques des pratiques de réduction des consommations, les personnes concernées pouvaient aussi faire état de motivations éthiques, esthétiques ou politiques. Et donc, pauvreté subie et sobriété choisie s'entremêlaient en fait à tout moment, quoi. Donc, les pratiques d'économie peuvent être à un moment donné requalifiées par les personnes en pratiques écologiques. Et donc, entre pratique d'économie et pratique écologique, il y a parfois une frontière qui est brouillée. Donc, l'exemple qu'on voulait prendre ici, c'est une autre thématique qu'on a traitée dans ce carnet, c'est celle de la nature et de la biodiversité, par définition prise dans une vision de l'écologie post-matérialiste comme un luxe. C'est-à-dire que là, quand on parle de nature, c'est le dernier étage de la pyramide de Maslow, c'est quelque chose dont on s'occupe une fois qu'on a réglé tous les autres problèmes matériels. En fait, ça, on constate que ça ne tient pas quand on regarde les pratiques écologiques des classes populaires, c'est-à-dire qu'il y a une vraie attention portée à la nature en ville. Alors, on peut dire les jardins ouvriers, ils ont une fonction alimentaire. Alors, déjà, toute la littérature sur les jardins ouvriers a vu que c'est jamais seulement alimentaire, qu'il y a plein d'autres fonctions à ces jardins ouvriers, des fonctions de lien social, des fonctions de solidarité, de proximité, etc., des fonctions esthétiques également. Et au-delà des jardins ouvriers, en fait, les travaux de Nathalie, comme les miens et comme d'autres, ont pu montrer qu'il y avait des formes de mobilisation environnementale dans les quartiers populaires lorsqu'on a une entrée territoriale qui visait à porter un soin particulier à une nature ordinaire de proximité. Avec des motivations tout à fait esthétiques, éthiques et politiques, quoi. Donc voilà, pour dire que ces mobilisations environnementales en quartier populaire ont également une dimension politique. Alors, juste un point aussi sur cette nature, et ça fait écho aux travaux d'Isabelle hier, et je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire que, et je pense que ça mériterait une discussion plus large, qu'on n'aura peut-être probablement pas le temps d'avoir. Souvent, en termes de discrimination, on analyse la distance ou l'accessibilité des espaces verts. Ce qu'on voit, nous qui travaillons sur la biodiversité, je suis géographe de l'environnement, je travaille avec des collègues qui sont des naturalistes, qui analysent la biodiversité. Par exemple, on a un travail de recherche sur la renaturation des cours d'école, et si c'est une pelouse rase, eh bien, vous avez beau avoir accès à ces pelouses rases, en termes de services écologiques, c'est presque rien.
Et d'une certaine manière, c'est ce que je disais à Isabelle hier, les quartiers populaires, voire des quartiers moins gérés, sont plus riches de biodiversité que des quartiers riches où l'enjeu d'une pelouse rase à l'image d'une moquette est beaucoup plus central en termes de reconnaissance de soi vis-à-vis des autres. Donc là aussi, on voit que cette question de l'auto-identification et de l'identification vis-à-vis des autres joue un rôle sur la place de l'écologie, sachant que pour le coup, ce qu'on analyse souvent, c'est plutôt juste l'espace vert dans la lignée des traditions modernes. Or, l'espace vert écologiquement, et il n'a pas du tout la même valeur s'il est ras que si véritablement il y a des friches, par exemple. Donc ça, c'est une question sur beaucoup de travaux relatifs à les espaces verts. Alors, nous, ce qu'on voudrait, alors, ce carnet, il a une première fonction, c'est d'identifier la littérature existante, quelles sont les pratiques existantes dans les quartiers, et puis, dans un deuxième temps, à faire des préconisations à la ville de Paris. Or, il s'avère, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'explorer. Il y a quelqu'un de la mairie de Paris qui va venir cet après-midi. Je ne sais pas si cette personne est déjà là. Bon, visiblement, puisqu'elle n'a pas levé la main. C'est le directeur du service de la résilience. Et il s'avère que ce carnet a passionné les services de la ville. Donc, pendant les très nombreuses réunions que nous avons eues, plusieurs services étaient présents, que ce soit le service sur les quartiers politiques de la ville, le service démocratie, le service climat, le service, et j'en passe, et des meilleurs. Je dis ça parce que chacun avait son mot à dire. Donc, le travail de réappropriation de nos écritures a été très lourd et parfois un peu compliqué. Compliqué aussi parce que la mairie disait ça ne se dit pas, et on ne savait pas ce qui était politiquement correct, de ce qui était réellement quelque chose qui n'avait pas lieu d'être dans un carnet de ce type. Donc voilà, on a notre idée, et l'idée centrale de ce carnet, c'est justement de faire ce qu'on a mis en avant lors de ces 2 jours, c'est de trouver les moyens que les autorités locales, à savoir la mairie de Paris, appuient et soutiennent les initiatives citoyennes. Et je crois, en résumant un peu la recommandation, c'est l'idée de créer des plateformes territorialisées d'intermédiation, de va-et-vient entre ces initiatives citoyennes et les autorités locales. Alors, face à ça, on se retrouve avec, bien sûr, des obstacles. Je ne me souviens même plus où viennent ces obstacles parce que j'ai le carnet à la tête, mais pas dans le diaporama. Où on en est. Voilà, et ça, cette recherche sur les obstacles, je fais référence également à un travail qui a eu lieu avec Elisabetta Bucolo, que vous avez entendu hier. On a eu un travail sur l'accompagnement à l'engagement citoyen, qui a porté sur l'accompagnement à l'engagement citoyen individuel, collectif et territorial au travers des municipalités. Comment on accompagne et quels sont les obstacles à cet engagement. Alors, et là, un des obstacles, et j'en cite très rapidement parce qu'on en a parlé hier, hein, c'est la question épistémique des enjeux écologiques alignés plutôt avec les classes moyennes et aisées, des marqueurs de distinction sociale qui sont très importants, et je pense que là, ça mérite de faire un retour sur le travail de Pierre Bourdieu, comme Nathan l'a proposé hier. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment important. Cette assignation des classes populaires à la question sociale, on l'a vu, qui crée un sentiment d'impuissance collective. Et puis, un des enjeux qu'on a traité également avec ma collègue Lydie Lègle, c'est la différence entre des dynamiques d'aménagement qui sont inscrites sur un long temps. Par exemple, vous prenez une partie de Paris, la Paris rive gauche, les premiers plans sortent dans les années 70 et le quartier est fini seulement maintenant.
avec d'autre part des dynamiques citoyennes d'aménagement qui sont sur des temporalités extrêmement courtes. Donc, pour conclure, eh bien, donner de l'importance au sens, aux valeurs portées localement et trouver les moyens de le faire. Ce n'est pas forcément avec seulement les chercheurs, mais des plateformes d'intermédiation incluant les services de la ville ou des villes peuvent être tout à fait importants. Travailler avec les services, quoi que ce soit lourd. Et puis, le carnet des classes populaires a mis en avant la nécessaire transversalité. Il a fallu travailler avec le service espace vert, climat, etc., etc. Donc, c'est un enjeu qui intéresse beaucoup de services. Voilà, merci beaucoup. Et je propose de laisser un quart d'heure pour les questions. Non, on n'a pas le temps. On a le temps de rien. Sous quel format sont présentés ces carnets en fait? Comment vous avez choisi de les faire les plus légibles, les plus, on va dire, c'est ça, intéressants ou interactifs pour la mairie? Parce que je suis intéressée par ce mot carnet. En fait. Alors, je peux te tutoyer, ouais. Tu peux les trouver en ligne. Donc, les premiers qui sont uniquement des carnets de chercheurs. Nous, les sciences sociales, on a été amenés à travailler à la ville sous un autre format que les sciences dures avaient travaillé avec la ville. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les climatos sont arrivés et on dit on va vous faire un carnet sur les extrêmes climatiques. La ville n'avait rien à dire, c'était une expertise scientifique au sens de sciences dures. Nous, les sciences sociales, on est arrivés, on a dit on voudrait travailler sur la question des inégalités et le changement climatique. Et la ville a dit, nous, on a une expertise là-dessus. On travaille déjà avec les quartiers politiques de la ville. Et du coup, ce sont seulement les carnets sciences sociales qui sont travaillés avec les services de la ville. C'est une dynamique totalement différente. Et hier, c'est hier ou avant-hier, on a eu une réunion avec les services, justement, pour savoir quelle forme devraient prendre ces carnets. Et on a eu un souci, il y a un souci, enfin, ce qui est difficile, et on ne fera pas pareil à l'avenir, hein, c'est d'identifier qui parle dans ces carnets. Est-ce que c'est les chercheurs? Est-ce que c'est les services de la ville? Et du coup, il y a un enjeu de positionnement, parce que ça sera des documents publics qui vont être introduits par la mairie en mai et par la maire directement. Donc, c'est un enjeu politique. Donc, du coup, c'est touchy, enfin, c'est, vous voyez, sensible, on va dire, avec des difficultés enfin, des précautions de langage, etc., de visibilité des uns, des autres, etc. Et pour la question vraiment du format, en fait, là, il y a eu vraiment un gros travail fait par ce service au sein de la ville qui est ce que je racontais, hein, l'interface entre ville et recherche, qui a vraiment fait un travail de traduction au sens vraiment de langage, quoi. Parce que, en gros, ce qu'on nous a expliqué, c'est que nos préconisations telles qu'on les avait formulées au départ, elles ne seraient pas du tout appropriées ni par les élus ni par les services, quoi. Parce que le langage était un langage académique qui ne fonctionnerait pas. Et donc, il y a vraiment eu ce travail de traduction qui a été fait en fait au sein de la ville par ce service. Je trouve ça intéressant que vous ayez aussi les mots, les expériences vécues vraiment aussi dans les carnets, parce que c'est vrai qu'en général, quand on demande de travailler avec la ville, c'est toujours policy brief, policy report. Donc, du coup, c'est des résumés, c'est des recommandations finalement très formatées où ça devient vraiment abstrait. Et donc là, je trouve ça tellement important quand on parle justement de connaissances reconnues, d'expériences visibilisées, d'avoir les mots des personnes dans les carnets. Ouais. Les policy briefs, ça disparaît. Et un dernier mot, on a choisi, alors ça a été une discussion de ne pas parler d'écologie populaire. Pour des raisons politico, comment tu pourrais dire, politico-scientifiques, ou d'abord scientifiques. Plutôt scientifiques. Ouais. Mais on parle de pratiques et d'initiatives écologiques des classes populaires. Voilà, parce que bon, le terme écologie populaire est un bon slogan politique, je pense. Mais là, dans les carnets, il s'agissait aussi de faire référence à des travaux scientifiques. Et du coup, l'idée qu'il y aurait une écologie populaire déjà est problématique parce qu'en fait, il
Il y en a plein qui sont différentes. Et par ailleurs, une écologie populaire opposée à une écologie dominante. En fait, voilà, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Et c'est quelque part le terme d'écologie populaire, il retranche les initiatives et les pratiques des classes populaires dans Une espèce de forteresse. voilà. La partie des inégalités ethniques ou raciales, c'est quelque chose qui est faisable, qui est possible, qui est politiquement. Eh ben, on se disait justement hier que c'était Ouais. un impensé du carnet, clairement. Alors, on n'a pas les statistiques en France déjà, Ouais. mais c'est vrai qu'on s'est dit ça hier. On s'est dit qu'on n'avait pas su. Ah, T'arrêtes, toi? c'est pas tout à fait vrai dans le sens où il y a quand même certains travaux je le disais pour les déchets, hein, qui mettent en valeur ces processus de stigmatisation par la race, quoi, de racialisation. Mais c'est quelque chose qui est encore très, très émergent en France et absent sur le terrain parisien ou presque, quoi. Il n'y avait pas de travaux là-dessus. Moi, je le vois sur les questions de nature, de biodiversité, dans le choix des plantes, dans le choix des animaux, etc. Donc, mais c'est vrai que ça n'a pas été abordé en tant que tel et ça reste à faire probablement. Du coup, on attend la thèse de Renda là-dessus. On attend la thèse de Renda et bien d'autres.